C'est déjà la fin des vacances, mais vous inquiétez pas, avec l'analyste, on va vous faire voyager en ce début de mois de septembre. On propose des séjours dans l'Est de l'Europe, en Lituanie, Serbie ou Slovénie si vous voulez fumer la chicha avec votre meneur de jeu préféré. Si vous êtes plutôt soleil, plage et cocktail, faites un petit détour par l'Espagne et passez dire bonjour aux frères Gazol. Et puis si vous êtes indécis que vous voulez tout faire d'un coup, regardez l'Eurobasket avec l'analyste. Y a pas mieux pour se ressourcer avant la rentrée. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver en ce début d'Eurobasket. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils ont sorti le maquillage et les drapeaux. Ils sont en roue libre et vont perdre toute leur objectivité pour les 2 prochaines semaines. Teddy et Florian sont dans le Carton. Comment ça va, messieurs? Et moi, ça va super, c'est la rentrée avec l'Eurobasket évidemment. Eh ben, Ouais, ça va super, ça va belle rentrée, super. hein. Allez les Bleus, pendant un mois, on va être à fond derrière eux et on se remettra à la NBA juste après. Exactement, exactement. Ça va être un bel enchaînement. Messieurs, on commence tout de suite. Donc l'Eurobasket débute ce 1er septembre. Il est annoncé comme l'un des Euros les plus relevés de l'histoire. Il y a beaucoup d'équipes très fortes. Il y a beaucoup de joueurs très forts. Florian, toi, est-ce que justement, ça ajoute un peu de piment, un petit côté excitant supplémentaire? Bah, c'est vrai qu'à part les Jeux Olympiques l'an dernier, on avait des vraies ambitions. Moi, de ma vie de fan de basket, c'est peut-être la compétition internationale qui me hype le plus parce que on a des ambitions en tant qu'équipe française, comme on va y revenir. Mais comme tu viens de le dire, on a une collection de stars sur le terrain qui est quand même assez impressionnante, qui bien sûr est portée par peut-être, selon beaucoup de gens, hein, les trois meilleurs joueurs au monde avec Jokic, Doncic et Antetokounmpo. La question sur la portée de cet euro et peut-être est-ce que c'est le plus gros euro de l'histoire. Pour moi, c'est en concurrence avec 2011. 2011, faut quand même pas l'oublier. On avait la grande Espagne de Juan Carlos Navarro, Rubio, les frères Gasol, Ibaka, Calderon, Sergio Llull, Rudy Fernandez. On avait la France de Tony Parker et Joachim Noah, évidemment. On avait la Russie de Kirilenko, la Grèce, la Lituanie. On a même la Macédoine qui finit quatrième avec Boma Kaleb et Pero Antic. Et on avait l'Allemagne d'un Dirk Nowitzki et même une Angleterre d'un Liu Holding à 25 points par match. Donc c'est dire le niveau de 2011. C'est vrai que le Mais holding était bon. mais on a vraiment, pour moi, on a vraiment des équipes qui sortent du lot pour cet Euro. France, Slovénie, Grèce, Serbie, Lituanie, Allemagne, Croatie, Turquie, Italie, Espagne. Pour faire le rapide résumé au tout début, on va y revenir, mais On voilà, va je y pense que revenir. ce Euro est vraiment fort. Mais c'est clair, ça fait beaucoup de monde. T'es d'accord avec ça? C'est aussi un peu cohérent avec le fait que bah voilà, les grosses stars NBA actuelles sont beaucoup européennes aussi, avec les Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, comme tu l'as dit. C'est cette mise en valeur des Européens en NBA par leur niveau, c'est justement cohérent avec le fait que cet Euro soit le plus relevé de l'histoire potentiellement. C'est ça, il y a pas moins de 35 joueurs en fait de NBA qui seront à cet Euro. On en comptait une quarantaine au début dans la préparation. Après, il y a eu effectivement, évidemment, pas mal de blessures aussi pendant la prépa et pendant les qualifs de Coupe du Monde, malheureusement. Mais et dont il va manquer par exemple Danilo Gallinari, qui ne pourra pas jouer devant ses supporters à Milan pour cette première phase de groupe. C'est peut-être même un des plus gros déchirements avec Sergio Llull par exemple. Mais ça reste quand même 35 joueurs NBA qui seront présents au départ. Et puis donc Florian a parlé aussi des grosses équipes, hein, des 8-9 majeures, mais aussi, et on le voit, il y aura aussi des joueurs NBA en fait dans les plus petites, comme la Finlande qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, la Bosnie évidemment avec Nurkic et avec Musa comme joueur d'Euroleague, on en reparlera parce qu'ils sont dans notre groupe. Donc en fait, on voit même qu'il y a les grosses nations de basque, on sait ce qu'elles vaut et on sait que c'est difficile, mais on se rend compte que dès les phases de poule, ça va être compliqué pour toutes les nations, et dès les huitièmes de finale, ça va être des gros matchs et des matchs à élimination directe. Et c'est ça aussi qui est le plus impressionnant et qui fait que cet Euro est le plus relevé. Et cet Euro aussi, il n'y a pas forcément pour moi de favoris, hein. On aime bien aussi la France jouer les rôles de challenger, etc. Mais on peut rester même très humble et se dire que même si on a des grandes médailles, des troisième, deuxième places, ben, on n'est pas non plus favori, on sait vraiment pas qui peut gagner cet Euro. C'est clair que l'Euro est assez ouvert avec beaucoup d'équipes très, très homogènes. Florian, on va faire un petit zoom maintenant sur notre équipe de France, voir un peu le groupe, ses forces et ses faiblesses. Toi, là, il y a eu quelques matchs de préparation justement au mois d'août. Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a moins plu? Parle-nous un peu de ce groupe France. Ce groupe France, moi, m'a plutôt rassuré parce qu'en France, on est plutôt habitué à avoir des prépas qui sont pas vraiment bonnes. On se rappelle l'an dernier, juste avant les Jeux Olympiques, de Ouais. perdre contre le Japon.
C'était pas quelque chose qui nous rassurait vraiment. On a fait une prépa qui est plutôt correcte, ne pas se laisser happer par ce dernier match contre Yusuf Nurkic et la Bosnie, parce que c'était un match particulier, on est chez eux, c'était le feu total, c'était une fête nationale le truc. Mais côté positif, la défense, on a vraiment un système défensif qui est vraiment en place, porté par évidemment Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de l'année. Donc on est à peu près sur la phase de préparation, on est à 70 points encaissés, ça reste du très solide même pour de la FIBA. Deuxième côté positif, je dirais le star system, avoir un duo Evan Fournier, Rudy Gobert, plus d'autres joueurs NBA et des joueurs d'Euroleague référencés. On est peut-être l'équipe la plus solide en termes de star system. Et enfin, le troisième côté positif, je dirais le secteur intérieur, porté par Rudy Gobert, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele, qui est peut-être le meilleur bleu sur cette phase de préparation. Sur les côtés négatifs, je dirais les débuts de match et le 5 majeur. On a beaucoup de mal à rentrer dans nos matchs. On prend entre 28 et 32 points de moyenne d'entrée sur les 2-3 derniers matchs, ce qui est catastrophique, c'est énorme. C'est pas un match à 120 points, on n'est pas en NBA, messieurs. Donc le coach a pourquoi pas annoncé un changement de 5 majeur, on verra. On sait que Terry Tarpey fait vraiment du très très bon taf ces derniers jours. La constance, tout au long du match, on est une équipe à réaction et j'aime pas ça parce que selon notre stature et selon notre expérience et selon nos joueurs qui sont sur le terrain, on n'est pas censé être une équipe à réaction, on est censé être une équipe qui tape du poing sur la table avec les joueurs qu'on a. Et enfin, je dirais le shot making à l'attaque, c'est-à-dire que si Evan et Thomas Hurtel ne mettent pas dedans et ne créent pas d'attaque, on a beaucoup trop de difficultés à créer de l'attaque. On a trop de difficultés à jouer sur jeu rapide, on a trop de difficultés à créer nos tirs à partir de rien. Et si on n'est pas performant sur nos pick and roll, en fait, on n'y arrive pas. Donc, il va vraiment falloir installer ce système offensif pour pouvoir aller au bout, en tout cas. On va revenir un peu sur cette attaque avec Teddy. Justement, toi, Teddy, t'es plutôt du même avis que Florian. Qu'est-ce que t'as observé, toi, sur cette phase de préparation? Bah, oui, vraiment du même avis, hein. Sur le 5 majeur, je vais pas ajouter parce qu'on est bien d'accord et on espère dès ce premier match, et de toute façon, ce podcast sortira où le premier match sera déjà joué, donc on espère voir beaucoup, enfin du mieux. Pareil, ce que tu as dit, Florian, sur le côté shoot à 3 points, on parle d'Evan et Tom Hurtel qui sont capables parfois de passer à côté comme de mettre, mais il y a aussi tous les joueurs à côté, Amatem Bay, qui sont normalement des spécialistes du 3 points, TLC, enfin Timothée Cabarro, des joueurs qui doivent évidemment mettre ce genre de shoot. Théo Malédon qui a aussi un petit shoot et qui doit être capable de se le créer, comme Eli Okobo aussi. Mais ce qui est sûr, en tout cas, pour parler de niveau attaque, après je parlerai de défense, niveau attaque, il y a de quoi faire, il y a du pick and roll, on a des joueurs grands, on a des joueurs mobiles qui peuvent sortir après le pick. On a peut-être un peu moins de joueurs qui peuvent être posés dans la raquette et puis après bouger autour, mais bon, ça peut se faire avec un Mousfal aussi qui est aussi capable de mettre un petit hook, etc. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire tourner le ballon, il y a de quoi aussi avoir du jeu rapide parce qu'on a des joueurs athlétiques, et ce que je veux aussi parler dans cette équipe de France, il y a le start system, mais il y a aussi cette expérience, et l'expérience, parfois on se dit aussi que on commence à s'habituer à des bons résultats, mais je crois que tous ces joueurs-là, ce qui leur manque, c'est aussi un titre. Il y a que Thomas Hurtel qui a été sacré en 2013, et puis il a encore fin de médaille, Thomas Hurtel, mais tous les autres joueurs, pour beaucoup, c'est leur première compétition aussi internationale. On a des stars aussi qui sont expérimentés, mais qui ont encore faim, qui n'ont pas eu ce titre l'équipe, enfin, que la génération Parker a eu. Et donc évidemment, sur un Euro qui maintenant se déroule tous les 4 ans, ils ont faim. Vraiment, c'est des gars qui ont faim et qui n'ont pas juste choisi leur compétition pour revenir comme ça. Non, ils veulent remporter quelque chose avec la France. La deuxième place l'année dernière, ça leur a pas suffi. La troisième, il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, ça leur a pas suffi non plus. Donc, il y a aussi ce côté positif où on se dit que ces gars-là, mais comme beaucoup d'équipes, veulent aller chercher le titre sans aucun doute. Eh ben, en tout cas, on espère évidemment que cette équipe de France ira chercher ce titre. Alors par contre, la route, elle sera pas de tout repos, les gars, puisqu'on va se pencher un petit peu sur le groupe des Bleus directement pour les phases de poule. Florian, je me tourne vers toi. Alors on est sur quelque chose un groupe de la mort, hein, disons-le clairement. Allemagne, Hongrie, Slovénie, Lituanie et Bosnie pour accompagner nos Bleus dans ce groupe B. J'ai envie de te dire, au regard au regard du statut de cette équipe de France, de nos forces et de notre statut de favori, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un groupe aussi relevé d'entrée, ou alors on se dit quand même, attention au piège? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est, comme tu l'as dit, on a un statut de favori parmi les 2, 3, 4 favoris. Et au bout d'un moment, sur un euro, il faut battre les meilleurs. Donc, C'est clair. moi, ça m'apporte peu de devoir les affronter rapidement ou après. On a une équipe de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a fait plutôt une bonne préparation. On a eu une petite claque derrière la tête face à la Bosnie. Très bien, messieurs, on va se remettre dedans maintenant parce que l'Allemagne, ça va être un tout autre candidat par rapport à la Bosnie. Je disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de mal à rentrer dans nos matchs. Ce genre de comportement ne passera pas
face à des super puissances offensives comme les Allemands et les Slovènes. C'est-à-dire que si on déconne en défense sur le premier quart-temps, Dennis Schröder, il va nous en mettre 25 en premier quart-temps, Luka Doncic, il va nous en mettre 30 en premier quart-temps, et on va avoir beaucoup de mal à courir après le score sur ce type d'environnement et sur ce type de scénario. C'est pareil contre les Lituaniens. Attention à la prise de faute, attention à notre défense qui est pas en place, notamment en début de match. On n'a pas envie de voir un Gobert et un Poirier qui galèrent avec des prises de faute sur des Sabonis ou des Valanciunas. Voilà, je pense que ça va être des bons matchs, mais il va vraiment falloir être au niveau qu'on veut l'être par rapport à notre statut, parce que ce genre de comportement ne passera pas face à des contenders comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, on est favori, et ben va falloir les taper, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la compétition. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Toi, t'es du même avis que Florian, t'es plutôt confiant et tu trouves que c'est une bonne chose, ou alors tu te dis, ouh, sur un malentendu, on peut quand même se faire surprendre. Ah ben oui, mais clairement, de toute manière, je pense qu'il n'y a pas que nous d'ailleurs, hein. Je pense que toutes les équipes, moi, ça me surprendrait pas si par exemple la Bosnie arrive à taper la Slovénie de 3 points. Enfin, et c'est ça aussi la beauté de cette compétition. Mais ce que je voulais dire aussi, là, Flo, t'as parlé de défense. Je trouve d'ailleurs que l'équipe qui a sélectionné, parce que c'est toujours quelque chose, hein, c'est une sélection. On est tous les fans de basket auraient aimé être à la place aussi de Vincent Collet pour sélectionner les 12. Est-ce qu'on est d'accord des choix ou non? De toute manière, les 12 sont pris, et je trouve justement que Vincent Collet a réfléchi en fait sa sélection selon qui il va affronter. Et évidemment qu'un Andrew Albisi va être important et va être sur le short de Dennis Schroeder et d'autres meneurs chiants de cette Eurobasket. Évidemment qu'avoir pris 3 vrais intérieurs, ça va être aussi relou quand Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas vont être installés ensemble dans la raquette. C'est des choix comme ça qui se réfléchissent et qui font que du coup, en défense, on peut être assez confiant. On sait que Chelsea, Evan Fournier auront un cœur aussi parfois de prendre les gros joueurs offensifs, les ailiers arrière, même Elie Okobo d'ailleurs, pour se les tenir et se les faire. Il y a de quoi en fait, mine de rien, il y a une certaine profondeur. Et il y a des leaders aussi défensifs qui auront un cœur de tenir oui ce rôle. Donc c'est pour ça que je suis aussi un petit peu rassuré, c'est parce que parfois pour gagner une compétition, ça se gagne comme les titres NBA d'ailleurs en défense, et j'ai envie d'être rassuré par rapport à la défense française. Bah écoutez messieurs, on verra un peu comment ça se passe. En tout cas, comme on l'a dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on veut être champion d'Europe, j'allais dire champion du monde, pas encore, c'est l'année prochaine. Si on veut être champion d'Europe, va falloir taper tout le monde. Il va falloir être sérieux dès le début. Les gars, pour finir ce podcast sur un peu de légèreté, je vais vous demander vos pronos. Voilà, Florian, je commence par toi. Pour toi, qui vois-tu gagner cet Eurobasket 2022? Ouais, bah rapidement, moi je vais dire les Bleus. Pourquoi? Parce que on devrait pas croiser Luka Doncic et les Slovènes jusqu'en finale. Quand tu parlais de groupe, c'est quand même une bonne nouvelle. Je vois quand même 4 équipes au-dessus. Sur le quartet final, je vois bien les Bleus, je vois bien les Slovènes. J'ai dit une grosse attention à la Lituanie, notamment, et les Serbes et la Grèce. Je pense qu'une petite finale avec la Grèce qui remporte la troisième place, ça peut tout à fait le faire. Je vois quand même la Grèce au-dessus de la Serbie pour l'ampleur athlétique de cette équipe plus on va avancer dans la compétition, plus elle va dominer. Je reste sur les Bleus, MVP du tournoi, Evan Fournier. En 5 majeurs, Luka Doncic, Evan Fournier, Ignas Brazdeikis qui fait beaucoup de mal avec la Lituanie, Yannis Antetokounmpo et Nikola Jokic pour moi. Toi, Teddy, régale-nous de tes analyses et de tes pronostics Déjà, pas l'Espagne, et ça c'est all-time. cool. Ah, l'Espagne, bah oui, Déjà, pas ça c'est l'Espagne. cool. Mais j'ai un peu les mêmes 4-5 favoris. Ne pas négliger non plus la Turquie. Mm. Mais après, arriver évidemment en quart, demi-finale, je pense que c'est ce genre d'équipe où ça va être un peu plus difficile pour elle. Point positif aussi, j'ai envie de voir les Bleus gagner, évidemment. C'est un Euro qui est en 2 semaines, où pour le gagner, il faudra jouer les 9 matchs. 2 semaines, 9 matchs, c'est plutôt des cas de figure qui réussissent plutôt et qui sont connus des joueurs NBA. On en a 4 dans l'équipe, donc ça peut aussi jouer en notre faveur. Le plus difficile en fait pour les Bleus, c'est ces phases de poule, quoi. C'est en fait ce back-to-back Allemagne-Lituanie qui va déterminer énormément de choses sur la place. Mais comme a dit Florian, c'est se dire aussi que en affrontant la Slovénie, la Lituanie et l'Allemagne en phase de groupe, on va pas se les affronter dès les huitièmes, peut-être après les quarts, demi, etc. Donc c'est plein de points comme ça, de cas de figure, où on se dit que la France, si elle passe bien ce premier tour, peut arriver un peu plus facilement au bout par rapport à d'autres équipes qui, en sortant des poules, vont affronter direct des gros. Et peut-être que voilà, la Serbie et la Slovénie vont s'affronter très tôt dans la compétition, etc. En phase finale, et ça va être beaucoup plus difficile pour elles.
Je vois bien la France gagner, évidemment. Je vois bien la Grèce prendre cette troisième place un peu à la manière de l'Allemagne il y a quelques années, où justement ils sont favoris, mais ils comptent que sur un gros joueur. Et puis une petite finale contre la Serbie. On gagne pas souvent contre la Serbie. J'ai envie de la gagner. Et puis on va dire que Luka Doncic va se faire une cheville en demi. Et puis voilà. Bref, On lui souhaite pas, on on lui lui souhaite souhaite pas pas quand évidemment. même. On Pour lui la souhaite beauté pas du sport, on évidemment. lui souhaite pas. Mais non. Bon, en tout cas, on va suivre tout ça avec très grande attention. Moi, je sais pas vous, mais je suis très excité de commencer à regarder cette compétition. Dites-nous, vous, qui vous voyez gagner cet Eurobasket 2022, et puis toute l'équipe de l'analyse se joint à moi pour vous souhaiter un très bon Eurobasket. Évidemment, c'est la fête du basket. Régalez-vous. Lillard, long range three, and it's good! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. Laissez-nous une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify si l'épisode vous a plu. Et puis jetez un œil aux autres podcasts qui sont sortis les jours précédents. On en a fait un sur les Young Core et les projets de reconstruction NBA. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.